C'est l'arbitrage du championnat brésilien. Des erreurs se produisent dans tous les matchs. Mais as-tu déjà eu l'impression que, quand l'affrontement oppose une équipe du haut du classement à une équipe du bas du tableau, ces erreurs deviennent un peu plus sélectives? Ce sont les paris, et c'est toute une mafia. Il n'y a que des bandits, ça ne peut être que Palmeiras. Il ne manque pas de gens qui répètent comme des perroquets ce que les autres racontent partout. Mais après ce qui s'est passé lors du match Vitória contre Palmeiras, j'ai quelque chose à dire. Et peu importe pour quelle équipe tu supportes, je pense que tu vas être d'accord et comprendre exactement ce que je pense. On y va ? À ce stade, tout le monde est déjà au courant, non? De l'action où le coude de Mauricio a fait saigner le menton de Kaká après un choc qui a eu lieu sur une partie sensible du corps. L'arbitre n'a pas expulsé et quelques minutes plus tard, il expulse les deux défenseurs de Vitória sur la même action. Et d'un coup, sans prévenir, Vitória se retrouve à 2 joueurs en moins. Et en plus, ce sont les 2 défenseurs centraux. Cette question précise, on peut la résoudre si on réfléchit à la façon dont les arbitres sont formés à juger ce genre d'action. L'instruction est la suivante. Le gars a fait la faute avec quelle partie du corps? Il a touché quelle partie du corps de l'adversaire et avec quelle intensité? En répondant à ces 3 questions, il décide s'il donne un carton jaune ou rouge. Dans l'action de Mauricio, le coude, c'est la réponse à la première question, a touché le menton de l'adversaire, qui est une zone sensible. Le visage, on considère le visage comme une zone très sensible, très protégée. N'importe quel petit contact, c'est carton jaune ou même rouge. Et avec quelle intensité? Avec une intensité suffisante, jusqu'à laisser le joueur le menton en sang, nécessitant des soins pour stopper le saignement. En répondant à ces 3 petites questions que les arbitres sont invités à se poser dans une telle situation, coude, menton, zone sensible, avec une intensité suffisante pour faire saigner, faute téméraire, carton rouge, d'accord. Même approche sur l'action de Kaká, cette fois avec un pansement au menton. La semelle de son pied touche bien au-dessus du tibia, bien au-dessus de la cheville d'Arias, avec une intensité suffisante pour provoquer ces petites blessures là, regarde. Les crampons de la chaussure, ça fait vraiment mal. Cette autre éraflure sur le genou, c'est une éraflure normale, ça arrive, le gars tombe sur le genou et ça frotte un peu. Une éraflure sur la face intérieure du tibia, c'est déjà beaucoup plus difficile. Ce crampon a très probablement causé cette petite blessure en touchant ici. Et alors, qu'est-ce qui peut bien passer par la tête de l'arbitre et de l'arbitre vidéo pour ne pas expulser Mariksson sur cette action, mais expulser Kaká sur celle-ci? Et avant même que le ballon ne recommence à rouler après cette faute, il expulse encore Nuan Lakanjo, qui avait fait ce geste-là pour dire qu'on les volait, parce qu'il était justement indigné par cette situation. C'est là que ma question entre en jeu, mec. Genre, pense à un arbitre de football, pense à un arbitre dans une profession comme une autre. Vendeur, employé de magasin, snack, serveur. Kinésithérapeute illustre bien mon propos. Imagine un kinésithérapeute qui va s'occuper du mollet d'une personne qui a une blessure au mollet. Et il sait que s'il fait du bon travail, qu'il force un peu, qu'il accélère un peu, il peut obtenir la récupération du mollet en un temps record. Et ça, c'est bon pour sa réputation? C'est bon pour, comment ça s'appelle déjà? Sa réputation. Mais en même temps, il doit aussi faire attention. S'il force trop, il aggrave la blessure. La personne finit dans un état pire qu'à son arrivée et sa récupération dure bien plus longtemps. Il doit donc trouver le bon équilibre et forcer juste assez pour permettre une récupération rapide. Ça montre sa compétence, mais il ne peut pas casser le gars. Tu penses que ce type serait plus détendu ou aurait plus peur de faire une erreur s'il soigne le mollet d'un gars ordinaire de sa ville, qui travaille assis devant son ordinateur en télétravail à la maison, et que, même s'il a un problème au mollet, il pourra continuer à travailler? Ou bien va-t-il soigner le mollet de Neymar? Avec lequel des deux tu penses que le kinésithérapeute va se dire « Mon Dieu, je dois récupérer ce gars vite, mais je ne peux pas le casser ». Avec lequel des deux il sera le plus nerveux, craindra le plus de se tromper ou de faire une bêtise? Évidemment Neymar, pour une raison simple. La conséquence c'est que s'il se blesse à nouveau ou s'il se blesse ailleurs, s'il blesse le gars qui travaille chez lui ou s'il met trop de temps à récupérer, eh bien le gars va venir, va donner un retour, va se plaindre, va renouveler son traitement et va dire « Eh, qu'est-ce qui se passe mec ?» S'il met trop de temps ou blesse Neymar, tout le staff et beaucoup de monde lui mettront la pression en disant « T'as blessé le gars mec ». Le gars va bien plus trembler en soignant ou en prenant un risque avec Neymar. Et pourquoi je dis ça? Dans le football brésilien, c'est courant, il y a ce côté en dehors du terrain, où il y a la force politique que les clubs ont, agissant au STJD, faisant pression sur la CBF, publiant des communiqués, se plaignant de l'arbitrage, réclamant la suspension d'un arbitre et affirmant qu'il ne doit plus jamais diriger un match de mon équipe. Cette action en dehors du terrain existe aussi, et des clubs n'ont pas tous le même poids dans ce domaine.
La quantité de professionnels, l'envergure des professionnels, le pouvoir et l'influence que les professionnels de différents clubs ont dans les coulisses, et politiquement, avec la CBF et tout le reste, tout cela, d'une manière indirecte, se retrouve sur le terrain. Alors, dans ma tête, ce que je pense, c'est que l'arbitre, dans plusieurs situations, il se retrouve dans la même situation que le kinésithérapeute dont on parlait. Selon l'équipe contre laquelle l'arbitre se trompe, la probabilité qu'il soit sanctionné et reste plus longtemps sans arbitrer un match ou qu'il traverse une situation difficile augmente. Sa réputation en prend un coup et se salit. Son image et sa carrière sont beaucoup plus affectées s'il se trompe contre des équipes qui ont une influence politique plus forte dans les coulisses du football que d'autres. Je ne pense pas que ce gars fasse partie d'une mafia ou soit lié au pari, contrairement à ce que disent les gens. C'est naturel, le gars a plus peur et il a encore plus peur de se tromper contre une équipe qui peut le laisser dans la galère et l'empêcher d'arbitrer pendant longtemps. Genre, pense à la sanction la plus courante qu'un arbitre reçoit. Le gars fait une bêtise, puis la CBF ne l'expose même pas trop, la CBF règle la situation elle-même et dit « Voilà, tu vas aller au fameux PADA, tu sais, le programme d'assistance à la performance des arbitres. » En bref, c'est une formation sur place pour ceux qui ont déjà le permis mais qui veulent s'améliorer car conduire dans la circulation est une grande responsabilité. Il suit une formation pour conducteur déjà titulaire du permis, il est arbitre mais on lui demande cette formation pour corriger une erreur et revenir rapidement. Normalement, ça se passe comme ça. La CBF vient et dit « Mon frère, reste dehors pour une durée indéterminée. On te donne une petite formation, puis après un match ou deux, tu reviens. Et voilà la punition pour celui qui s'est trompé. La sévérité dépend surtout de la durée, le temps où il est privé d'arbitrage, surtout si cela dépasse 1 ou 2 petits matchs. Parce que les arbitres sont payés par match. Donc le gars qui passe 1 mois sans arbitrer sans aucun match, mon frère, c'est tout l'argent du mois entier qu'il ne reçoit pas. Il ne s'attendait pas à perdre cet argent à cause d'une erreur qu'il ne voulait pas commettre contre l'équipe. Pour lui, manquer 4 matchs d'arbitrage est une lourde perte financière. Et en plus de ça, il y a une sanction qui ruine la réputation du gars et entache la carrière du type quand il fait l'objet d'une enquête un peu plus poussée, quand ça sort du cadre de la CBF et que ça va au STJD et tout ça. Cela influe aussi sur sa désignation, la pression des dirigeants et le reste. Alors j'ai décidé de faire quelques recherches sur certaines choses, c'est un peu difficile à trouver, pour voir la différence de sanctions que les arbitres recevaient quand il s'agissait d'équipes qui, théoriquement, ont un poids politique plus important et d'équipes qui ne font pas partie du centre de pouvoir. L'une des premières choses que j'ai trouvées, je ne sais pas pourquoi, c'était une erreur d'arbitrage lors du match Santos contre Goiás. L'erreur était contre Goiás, une équipe qui ne fait pas partie du centre de pouvoir. En descendant ici pour voir la sanction qu'il a reçue, regarde ça. L'arbitre a sifflé penalty, la VAR l'a appelé pour dire que ce n'était pas penalty, mais après vérification, il a maintenu sa décision penalty. Ils ont jugé que c'était une erreur absurde. Sa sanction, il rejoint le programme d'assistance à la performance de l'arbitrage, le PADA, et sera écarté des désignations pour une durée indéterminée. Frérot, c'est très courant que ce soit un match, 2 petits matchs, tu vois. La nouvelle sort toujours comme quoi c'est pour une durée indéterminée. Mais le gars reste peu de temps, c'est juste pour dire, regardez, on n'a pas laissé passer ça, d'accord? Nous aussi on est indignés. On a mis le gars là-bas pour une formation et on l'a écarté. C'est le message, mais en réalité, c'est la sanction minimale. L'arbitre passera par un processus de renforcement des concepts et d'interprétation des règles suite à une erreur contre Goiás. J'ai aussi trouvé ici une info disant que 7 arbitres ont été écartés par la CBF. Mais c'est une vieille info, d'accord les gars? Celle-ci date de 2024, c'est juste pour voir la nature de la sanction des gars. Et là regarde, ce qui a attiré mon attention, c'est cette partie en bas là, Diego Pombo Lopez, c'est le gars du VAR. Et il a commis une erreur contre Juventude lors du match Flamengo contre Juventude. Autrement dit, encore une erreur d'arbitre contre une équipe qui ne fait pas partie de l'axe. Tant qu'on regarde sa sanction, regarde ici. Diego Pombo Lopez devait travailler au VAR pendant un match peu de temps après en Série B et il a été remplacé par Felipe Jorge Bennett. Autrement dit, sa sanction a été de perdre le prochain match où il serait au VAR en Série B, ce qui représente même une perte financière moindre puisque la Série B paye moins. Tu n'arbitres pas le prochain match de Série B, tu ne touches pas l'argent de ce match. L'affaire n'est pas exposée, expliquée, on ne met pas trop en avant, on ne met pas une loupe sur le travail du gars, on ne lui met pas trop de pression. C'est pour ça que, selon mon interprétation, c'est la punition minimale pour une grosse erreur d'arbitrage. Rodrigo Guarizo Ferreira a une sanction similaire, mais, curieusement, je n'ai pas vu son nom plus haut. Alors que dans d'autres cas, celui-ci est aussi de 2024. Ce Zanovelli ici, il est écarté pendant 15 jours. Et c'est une sanction légère, on dit 15 jours. Et ça paraît beaucoup. Mais c'est 2 matchs, non? Peut-être 3, je ne sais pas enfin.
15 jours, ils ont suspendu l'arbitre. Et voilà, il est allé au fameux PADA, et il y est resté 15 jours. Sauf que, regarde, l'erreur a été contre Sao Paulo cette fois. Une équipe avec plus de présence politique. Regarde ça, mec. Ils ont porté l'affaire devant le STJD. Même si c'est la sanction minimale de 15 jours ici, que je considère parmi les plus légères, quelqu'un peut commenter et penser que j'ai une vision déformée, mais c'est ainsi dans ma tête. Quand tu portes l'affaire devant le STJD, là ça change, tu vois. Là c'est déjà la réputation du gars, ça met déjà une loupe sur le truc. Mec, rien que le fait que le STJD accepte une plainte et mobilise des avocats, plusieurs employés, fixe un horaire pour le truc, il y a toute une mobilisation de plusieurs personnes pour qu'il aille là-bas et juge la décision de l'arbitre. Et l'arbitre, entouré, pense « Purée, regarde où j'ai fini à cause de mes actes ». Là, c'est déjà autre chose, tu vois. Ici, Sao Paulo faisait pression pour essayer d'annuler le match parce que cet arbitre-là a fait une erreur. Sao Paulo affrontait Fluminense. Après une faute non sifflée, l'arbitre a laissé l'avantage à Fluminense. Thiago Silva pensait que la faute avait été sifflée. Alors Thiago Silva est allé, il a mis la main sur le ballon, il a posé le ballon au sol et a tiré le coup franc. Et ensuite, le but du Fluminense est arrivé après ça. Alors Sao Paulo s'est dit, mon frère, tu avais donné l'avantage. S'il a touché le ballon de la main, il faut arrêter le jeu. Il a touché le ballon de la main alors que le jeu continuait. L'arbitre a expliqué avoir donné l'avantage, que le joueur voulait la faute et a tiré le coup franc. La situation en est restée là. Dans les règles du football, l'IFAB précise, Fabio, que la communication doit être claire. Regarde, si le gars a mis la main sur le ballon, il faut dire « je donne l'avantage » et il a mis la main sur le ballon, alors attends. Je dois siffler parce que tu as mis la main sur le ballon, donc je vais signaler la faute et je ne vais pas laisser l'avantage. Ça doit être comme ça. Et regarde ici ce que je disais, tu vois ? Suspension de 15 à 120 jours. 15 jours, c'est le minimum, tu vois ? Et alors, les avocats de Sao Paulo voulaient punir cet arbitre. Pourquoi ? Parce que si on punit cet arbitre, même si c'est la sanction minimale, ça ouvre déjà une brèche pour essayer d'annuler le match, ou quelque chose pour mettre une grosse pression. Ce qui a aussi énervé Sao Paulo, c'est que l'arbitre a affirmé n'avoir pas fait d'erreur, mais qu'il pouvait mieux communiquer, ce qu'on disait avec Fabio. Mais mon point, c'est imagine la tête de ce gars au milieu de ce tribunal, voyant plein de gens qui se sont mobilisés pour que ça arrive, la force politique que Sao Paulo a eue pour faire en sorte que cet événement ait lieu, et lui qui pense « Purée, la prochaine fois que je me trompe contre Sao Paulo, tout le monde va avoir ce jour-là en tête. » C'est fou. Et ça, le gars le porte avec lui. Il n'y peut rien. Et une équipe qui n'est pas du centre, qui participe rarement à la Serie A, qui de temps en temps fait une apparition en Serie A, mais qui passe la plupart du temps en Serie B, il est beaucoup plus courant que cette équipe n'ait pas autant d'avocats ni quelqu'un avec autant d'influence de ce calibre-là pour aller voir le STJ et dire « J'ai vraiment mobilisé du monde pour juger une erreur d'arbitrage. Regarde, cette fois une erreur contre Grêmio. » Et mec, regarde, convoqué pour une audience publique au Sénat. Commission des sports du Sénat fédéral à Brasilia. Mec, c'est vraiment mauvais pour l'arbitre, mec. C'est vraiment mauvais. Ça détruit j'ai oublié le mot, ce truc de réputation. Ça fait qu'il arbitre moins de matchs. Ça le grille, c'est horrible. Ça nuit à sa carrière. Pour devenir arbitre FIFA rapidement, ce genre de choses. Tout ça salit, ça mine le parcours du gars. Pour progresser dans sa carrière et augmenter ses revenus grâce aux matchs arbitrés, arbitrer des championnats internationaux, c'est horrible pour l'arbitre. Ce cas ici de Jean-Pierre, c'était quand ? Où est l'année ? 2024 aussi ? Ce cas ici de Jean-Pierre, il n'a pas sifflé. C'était un penalty que Hendrick a subi à cause d'un coup de coude d'un défenseur. Là, il a sifflé le penalty, il a donné un carton jaune au gars, l'arbitre a été appelé pour une révision à la VAR. La VAR l'a appelé et a dit « Regarde ça, c'est pour un carton rouge cette action ». Il a consulté la VAR et affirmé « C'est moi qui décide ». Ce n'est pas rouge, mais jaune, et il a confirmé le carton jaune. Mon frère, ce gars-là est resté 1 an sans arbitrer. Ce type est resté 1 an sans arbitrer. Il a passé 1 an à travailler dans un autre domaine pour voir si après, il voulait encore être arbitre. C'est bizarre. 1 an, mec. Plus bas dans l'article, ils disent que le gars qui dirige la commission d'arbitrage et tout ça, c'est Némé. Il dit que quand Sénémé l'a appelé pour l'informer qu'il avait été suspendu, le dirigeant a eu l'impression qu'on lui manquait de respect. Genre, il a dit « Quoi, tu vas me suspendre ?» La discussion s'est animée, le gars s'est énervé et a dit « Tant que je serai là, tu n'arbitreras plus !»
C'est aussi une raison assez étrange, non? Parce que c'est un truc personnel, genre à cause d'une raison personnelle, j'ai pas aimé ce que le gars m'a dit, donc je ne vais pas le mettre là-dedans. C'est un peu bizarre aussi, tu vois? Donc pour moi, mon frère, une erreur contre Palmeiras qui a effectivement du poids politique, et le gars est resté 1 an sans arbitrer. Mais poids politique do Palmeiras, celui do São Paulo, do Grêmio, do Corinthians, do Flamengo. Ça c'est une note du Corinthians, un truc ancien, regarde ça. Erreur contre le Corinthien, et c'est là, regarde. Ils devront passer par une période d'entraînement sans arbitrer de match. Jusqu'ici, c'est normal, ça semble être cette fameuse punition que je pensais être la plus légère de toutes. Après les entraînements et les recommandations, ils reviennent arbitrer un match de football de la CBF. D'accord, mais en série C du championnat brésilien. Comprends-tu la différence qui me préoccupe? Quand il y a une erreur comme celle-là, contre une équipe qui a du poids politique et contre une autre qui en a moins, je ne pense pas que ce soit une mafia. Je ne pense pas que l'arbitre vienne parce qu'il est supporter de Palmeiras et qu'il porte un maillot de Palmeiras sous sa chemise, ou qu'il a un tatouage de Palmeiras sur la poitrine. C'est la crainte que l'arbitre a d'une sanction beaucoup plus sévère quand il se trompe contre une équipe qui a du poids politique et qui peut ruiner sa carrière d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Et c'est un truc qu'il ne contrôle pas, tu vois. Comme avec le kinésithérapeute, il ne va pas contrôler ça. Il va tout simplement trembler davantage quand il devra s'occuper du mollet de Neymar sous pression, où il n'a pas le droit à l'erreur que lorsqu'il s'occupe du mollet d'un gars normal qui fait du télétravail chez lui. Il est donc fréquent que l'arbitrage soit critiqué lors des conférences de presse des entraîneurs avant les matchs. Quand l'entraîneur dit en conférence « Je n'ai pas aimé qu'il désigne cet arbitre pour ce match », il s'est déjà trompé contre nous dans tel match et tel autre match. Autrement dit, c'est un message pour cet arbitre. C'est comme, mon frère, on surveille ce que tu fais, et si tu fais des erreurs ici, on va interférer dans ta carrière. Parce que tu sais qu'on a du pouvoir pour ça en coulisses. C'est ça le message. On regarde là-bas, on pense que c'est l'entraîneur d'une équipe qui provoque l'entraîneur de l'autre équipe et que les supporters s'échauffent. Mon frère, le gars est en train de mettre une sacrée pression dans la tête de l'arbitre. C'est comme ça. Je sais que tu vas te tromper, mais si tu te trompes contre moi, ça va vraiment chauffer. Les entraîneurs qui tiennent ce genre de discours en conférence de presse sont ceux dont les équipes ont un rôle clé en politique en coulisses, à la CBF ou au STJD. Ce n'est jamais une équipe qui apparaît de temps en temps en Serie A et dont l'entraîneur dit « Non, ce n'était pas ce gars-là qui devait arbitrer, non ». Tu ne verras pas ça, tu vois. Tu ne verras ça que dans les grands matchs, avec des équipes qui sont en haut du classement, qui ont du poids politique et qui parlent d'arbitrage avant même le match. Tu vas regarder et penser « Ah, je comprends ce que Joao disait ». Tu comprends mieux ma façon de penser, non? Tu ne vas pas cesser de me traiter de fou. Merci, à plus.